Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour cette tranche de débat de l'été, en effet, entre 10h et 13h sur Sud Radio. Alors 3 temps, d'abord jusqu'à 10h30, 2 grands sujets. Vous connaissez Duralex, les verres de notre enfance. Duralex est en difficulté, c'est une entreprise française du côté de l'Est de la France. Elle est en redressement judiciaire, est-ce qu'ils vont trouver une solution? On y reviendra dans un instant et on parlera réindustrialisation avec un expert de la réindustrialisation, David Kosker. Caddy aussi est en liquidation. Vous savez, les caddies des supermarchés. On va en parler tout à l'heure et on parlera des industries françaises. Et puis le retour de la guerre de l'eau, l'agribashing, les agriculteurs comme cible des écolos violents. Ce sera un coup de cœur ou un coup de gueule du maire de Sainte-Soline qui sera avec nous en direct dans quelques instants. Et puis alors de 10h30 à midi, les 4 débatteurs habituellement invités de Valérie Expert qui est en vacances, ils seront là avec nous, 4 débatteurs de 10h30 à midi. On parlera du gouvernement introuvable et puis qui peut-être demain au perchoir. Et enfin, de midi à 13h avec Joseph Ruiz, notre rendez-vous coulisses des Jeux Olympiques et puis l'actualité des JO, les JO dans tous leurs états. Je viens de vous le dire, Anne Hidalgo, il y a quelques minutes, a plongé avec Tony Estanguet. Enfin, elle a plongé, elle s'est mise à l'eau dans la Seine. On verra ça. Et puis, après ce faux suspense qui n'en est plus un, on verra aussi s'il n'y a pas une menace sur les Jeux avec la CGT qui menace de mettre en grève les agents de sécurité des Jeux Olympiques. On se retrouve tout de suite, c'est les débats de l'été. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Alors, premier sujet, je vous le disais, notre industrie, l'industrie française, depuis 40-50 ans, qui se délite petit à petit, on se désindustrialise. Et puis, il y a un retour depuis quelques années avec l'idée de réindustrialiser la France. Bonjour David Kosker. Bonjour. Ravi de vous avoir en ligne avec nous. Vous êtes un analyste, un observateur et un analyste de l'actualité économique, financière des entreprises françaises et notamment des industries. Vous gérez le cabinet d'analyse Trendéo. Vous réalisez d'ailleurs régulièrement un observatoire de la réalité industrielle. Alors je le disais, des marques emblématiques même pour ceux qui connaissent de très loin l'économie, que sont Caddy, que sont Duralex, même l'aïeul se bat pour avoir une AOP, une sorte de label particulier et protection locale de sa marque. Ces grandes marques françaises sont en difficulté aujourd'hui. On l'a vu, Duralex cherche un repreneur. Pour Caddy, ça a l'air bien compliqué si ce n'est même fini. Qu'est-ce que vous inspire cette question, cette situation de l'industrie française, alors même que pourtant depuis 2020-2021, après le Covid, il y a un grand plan de réindustrialisation de la France. On ne sait pas très bien où on en est. On se réindustrialise ou au contraire, derrière l'arbre qui cache la forêt, il y aurait une forêt de faillite? Non, il y a eu une vraie reprise après 2016, c'est certain, et il y a des annonces de grands sites qui continuent des méga factories, comme on dit. Voilà, à préparer leur ouverture et leur mise en production, et certains ont déjà commencé à fournir, même s'il y a là aussi des interrogations avec une concurrence chinoise extrêmement forte. Ce qui se passe, c'est que sur les 2 sites que vous mentionnez ce matin, qui font l'actualité, Duralex et Caddy, sont des sites qui sont en difficulté depuis plusieurs années, qui ont connu plusieurs repreneurs, et qui probablement en ce moment souffrent aussi d'un ralentissement de la conjoncture. Moins d'argent, plus de prudence des investisseurs avec notamment les questions électorales. Donc les reprises sont plus difficiles. Mais ce sont aussi 2 sites, et notamment Duralex, qui sont sur un positionnement compliqué pour l'industrie française. Pourquoi ? C'est des sites d'entrée de gamme, en fait. C'est des sites de produits du quotidien. Et les Chinois font moins cher et plus facilement, ils produisent plus vite. Exactement. C'est sur ces sujets-là qu'on a perdu. Les 2 sites aussi ont la particularité d'avoir été propriété de grands groupes. Saint-Gobain pour Duralex
il y a longtemps. Et donc c'est des sites qui ont un cœur industriel, mais qui n'ont pas forcément la fonction marketing, qui n'ont pas forcément les capitaux. Ouais, c'est un comble, c'est-à-dire qu'on a des ouvriers qui savent faire, on a des techniciens, des ouvriers, des machines qui savent faire, mais au fond, on n'a pas le bon positionnement marketing et on vend pas les produits et au même prix finalement, même un peu moins cher, on trouve du moyenne gamme qui est fait ailleurs, quoi. Ou du moins cher. J'ai regardé rapidement tout à l'heure sur le site d'un grand de l'immobilier suédois. On trouve des verres à moins d'€1 pièce. Sur le site de Duralex, ils sont à 2-3 euros. Eh oui, ça fait la différence, quoi. Voilà, c'est plus solide. Il peut y avoir un design plus intéressant pour des marques françaises, et c'est fait en France. Mais il y a une limite à l'achat patriotique. Ouais. C'est-à-dire, on peut supporter que ce soit un peu plus cher, mais il faut pas que ce soit le double de ce qu'on peut trouver ailleurs. Est-ce que la solution, là, parmi les propositions de reprise de Duralex, avec quand même à la clé plus de 100 emplois, est-ce que les solutions pourraient être, par exemple, ce projet de reprise par les salariés et leurs cadres eux-mêmes avec une coopérative, une SCOP? Qu'est-ce que vous pensez de ce type de formule? A priori, pourquoi pas. J'ai vu que certains syndicats sont plutôt favorables à une reprise par un groupe qui a d'autres verreries et qui a des fonctions marketing. Je pense que mais qui ne reprendrait pas tous les emplois. Aussi, voilà, oui, mais le projet de SCOP risque d'être sous-capitalisé, de prolonger une situation qui est difficile depuis plusieurs années. Oui, parce que ce qu'il faut, c'est de la trésorerie, du cash, de l'argent frais pour pouvoir tenir. Il suffit pas de dire je reprends à court terme, mais il faut un plan pour relancer notamment la pub, le marketing, comme vous disiez. Donc c'est ça que vous appelez sous-capitalisé. Il faut un projet, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés dans certains secteurs. En ce moment, il y a toute la reconversion des sites automobiles qui sont sur le thermique et qui ne seront pas sur le véhicule électrique parce qu'il y aura moins de pièces, notamment, on ne va pas retrouver les mêmes pièces. Donc il y a des questions sectorielles, mais chaque échec et chaque réussite d'entreprise est aussi une victoire individuelle. Donc Duralex a eu son heure de gloire, on vit encore sur une popularité acquise depuis plusieurs années, mais il y a un projet pour relancer l'entreprise aujourd'hui. Alors, David Kousquer, vous êtes donc, je le rappelle, un analyste, observateur de la situation de nos entreprises et de leurs finances avec Trendéo et cet observatoire. Venons-en de manière plus générale, plus macro, je dirais, à la réindustrialisation. Il y a des méga factories et puis il y a un plan France Relance 2030 par exemple, financé en partie par l'Europe, voulu par le gouvernement précédent, pour essayer de pousser les entreprises à revenir. Et pourtant, elles ont il y a une série d'obstacles. Alors il y a les obstacles à court terme qui sont la dissolution et l'instabilité politique qui font peur. Par exemple, le Figaro Économie évoquait ce matin la French Tech qui a peur des effets de la dissolution. Vous allez nous expliquer pourquoi ils ont peur des effets politiques, les patrons de ces jeunes entreprises de la nouvelle technologie. Et puis il y a d'autres blocages. Il y a les questions de terrain, il y a les questions d'acceptabilité par les voisins qui font des recours quand on crée une usine. Et puis on recrute pas, c'est quand même un comble. C'est quoi les difficultés auxquelles sont confrontés ceux qui essayent de recréer des usines en France? Alors, il y a l'absence de grands sites. Alors, vous avez parlé des méga factories. Il y en a pas assez. C'est-à-dire que par rapport à la taille de l'économie française, il y a beaucoup moins de gigafactories qu'en Europe de l'Est ou en Allemagne ou en Pologne. Donc, voilà, on a un problème déjà de grands sites, effectivement, avec des réticences chaque fois qu'un grand projet est annoncé, il y a des réticences sur la consommation d'eau, sur l'espace. Mais c'est un comble quand même. On veut réindustrialiser et dès qu'il y a un projet, on envoie des recours, on se mobilise, les riverains n'en veulent pas. Enfin, c'est quand même paradoxal. Alors c'est compliqué. En même temps, on va pas remettre en question l'urgence du problème climatique. Ce qu'il faut, c'est préparer des sites. En fait, ce qu'il faut, c'est préparer à la fois l'opinion et des sites et compenser. C'est-à-dire que chaque fois qu'on prépare un grand site, il faut en échange faire une réserve biologique ou quelque chose comme ça qui permette de prévendre un peu les projets, parce que quand l'industriel est là, qu'il a besoin d'ouvrir dans quelques mois, c'est pas à ce moment-là qu'on peut faire une grande concertation. Donc il faut au maximum préparer l'arrivée de grands sites, mais il faut savoir qu'on a besoin de grands sites aussi.
Ok. Et alors, ça c'est pour les recours. Le foncier, c'est donc le terrain. On manque de terrain aujourd'hui. Certains agriculteurs veulent pas lâcher certains leurs terrains. Puis il y a les fameuses zones sur lesquelles on ne peut plus construire de bâtiments nouveaux. Alors, il y a une zéro artificialisation nette qui effectivement complique beaucoup la tâche et qu'il faudrait probablement relaxer un petit peu, spécifiquement pour l'aménagement de grandes zones industrielles, compensées par des zones où les réserves de protection biologique, ça c'est sûr. Vous avez cité aussi tout à l'heure la formation et les problèmes de recrutement. C'est vrai que l'industrie a eu une mauvaise image et donc il y a eu peu de gens, il y a eu moins de gens formés pour les métiers industriels. Bon, ça revient un petit peu. Et puis, je pense que ça doit plaider aussi pour un recours accru à tout ce qui est robotisation. Il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas avoir peur des robots, en fait. C'est ça que vous nous dites. Bah non, c'est une solution. Parce que c'est une solution au manque de main d'œuvre. Et donc, il faut robotiser autant qu'on le peut. Et c'est ce qui permet aussi de baisser les prix, et c'est ce qui permet à des entreprises comme Duralex ou autres qui sont sur des produits d'entrée de gamme, c'est ce qui leur aurait permis probablement de survivre. Ouais, c'est un paradoxe. Les robots peuvent permettre de moderniser et finalement de relancer une industrie et donc finalement, au bout du compte, de créer des emplois par ailleurs. Merci Absolument. Pour toutes ces informations, David Kousker. Vous êtes, je le rappelle, le gérant analyste du cabinet d'analyse financière Trendéo. Vous avez été avec nous sur ce sujet de la réindustrialisation avec les difficultés, on l'a vu, de marques très connues qui sont dans nos souvenirs et pas uniquement dans notre réalité aujourd'hui. Duralex, Caddy, bien sûr, qui vont plus ou moins bien et qui essaye de se relancer. À tout de suite pour un autre débat de l'été. Vous êtes restés avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Deuxième débat de l'été après cette problématique de la réindustrialisation de la France. Est-ce qu'on va pas assister au retour de ce qu'on appelle déjà la guerre de l'eau, en effet, entre les écolos violents et puis de l'autre côté les agriculteurs qui ont besoin de cette eau pour pouvoir produire toute l'alimentation que nous mangeons, évidemment, que nous utilisons. Bonjour Julien Chassin. Bonjour monsieur. Vous êtes maire de Sainte-Soline, si j'ose dire, pardonnez-moi, mais de sinistre mémoire, quand on se souvient en effet des bagarres face aux gendarmes de Sainte-Soline en mars 2023, donc il y a un an. Et alors aujourd'hui, vous êtes assez en colère et vous allez nous dire pourquoi. Je parle de la guerre de l'eau, il s'agit bien sûr de cette manifestation qui vient d'être interdite d'ailleurs par le préfet, vous allez nous expliquer. Dans votre secteur, il y a un village de l'eau avec des gens qui reviennent. J'ai découvert qu'il y avait déjà interpellé par les gendarmes, en tout cas contrôlé 45 fichiers S avec des masques, des haches, des couteaux qui se sont regroupés dans votre secteur. Qu'est-ce qui se passe au fond dans votre région ? Eh bien donc, comme vous l'avez signalé, effectivement, Sainte-Soline est devenue totémique malgré nous et malgré moi bien sûr, dans la lutte des réserves de substitution qui sont donc appelées par les écolos radicalisés, effectivement, les bassines. Ouais. Des bassins de rétention d'eau pour l'agriculture. Tout à fait, c'est un projet global sur l'ensemble du sud du département des Deux-Sèvres, sur le bassin de la Sèvre, niortaise particulièrement, qui consiste effectivement à essayer de concilier aujourd'hui les pratiques agricoles qui effectivement incluent de l'irrigation dans leur mode de production des cultures végétales. Ouais. Et donc ce projet qui, si vous me permettez juste de le rappeler, et moi ici en tant que maire, m'a été adressé pour la première fois et pour la partie, on va dire, administrative qui concerne l'urbanisme, puisque ce fut mon premier acte signifiant de travail et d'intervention dans ce dossier-là, c'est d'avoir effectivement eu à étudier et ensuite de valider le permis d'aménager qui a été donc déposé en mairie en 2016. Donc ça date de 2016, le début des enquêtes et de la discussion et d'une négociation qui a eu lieu, y compris avec des écolos et des agriculteurs. Mais bien sûr, monsieur. Ouais. Parce que ce qui s'est passé, si on peut rappeler, et c'est en cela que je souhaite corroborer aux déclarations de M. Darmanin, dont je ministre de l'Intérieur,
ministre de l'Intérieur, dont je me félicite de sa venue et du déploiement des forces de l'ordre tel qu'il l'a prévu dans le dispositif qui a été effectivement mis en œuvre avec la préfète des Deux-Sèvres. Donc vous avez effectivement évoqué l'arrêté d'interdiction de manifester qui a été promu et diffusé hier. En effet, les enquêtes administratives, l'enquête publique qui a suivi le dépôt du permis d'aménager en 2016 ont été effectuées en 2017 avec une réunion publique, avec l'ensemble des cahiers de doléances qui permettaient aux uns et aux autres de venir poster et de venir écrire, formaliser des observations. Et le comble, c'est que vous étiez... Bah oui, et le comble, c'est que vous êtes finalement... Vous avez convergé vers une idée commune, vous êtes presque tous mis d'accord. Julien Chassin, vous êtes le maire de Sainte-Soline, je le rappelle. Et aujourd'hui, alors finalement, qu'est-ce qui vous inquiète? Parce que vous vouliez, d'une certaine manière, pousser un coup de gueule. Ben oui, parce que si vous voulez, ce que je trouve absolument déplorable et irresponsable, c'est l'attitude de mon collègue et de la municipalité de Melle, qui est le village de Melle, qui est pas loin. Et qui accueille alors Melle, c'est une ville qui est une ville centre dans le territoire donc du sud des Deux-Sèvres et dans le territoire communautaire auquel nos deux communes appartiennent. Oui. Nous sommes. Et qu'est-ce que vous lui reprochez à votre confrère de Melle, le maire de Melle, alors que vous êtes maire de Sainte-Soline? Effectivement, le village de l'eau dont vous avez évoqué la tenue et l'ouverture depuis hier, il est implanté sur une ferme qui est propriété de la municipalité. Mmh. Et aujourd'hui, la municipalité de Melle, et donc en tête Monsieur Griffo, donc accueille l'ensemble de ces manifestants, l'ensemble de ces mouvements. Donc là, les organisateurs solidaires et attaquent, mais aussi et surtout les mouvements Bassine Non Merci et les soulèvements de la terre qui sont mais alors pardon Julien Chassin, je me permets quand même de faire l'objection, parce que quand même qu'est-ce que vous lui reprochez à votre confrère? Parce que l'idée qu'on entend de la part des promoteurs de ce village de l'eau, c'est de revenir après avoir été traité d'éco-terroriste et à la suite des affrontements qu'on a vus très violents en mars 2023 en effet face aux gendarmes. L'idée c'était de revenir à un lieu de débat, de discussion, de pacification. Oui, et vous n'y croyez pas? Non, c'est une posture pour moi et c'est un leurre parce que nous le savons et ils l'ont démontré avec beaucoup d'efficacité. Les mouvements, les soulèvements de la terre et Bassine Non Merci ont la violence qui est consubstantielle à leur mode d'action, ont effectivement parmi eux, et vous l'avez signalé également, des éléments radicalisés, violents, des interpellations, enfin des recensements en tout cas, oui, puisqu'ils n'ont pas été interpellés. Des contrôles et des armes retirées, hein. Hache, couteau, barre de fer, 45 fichiers S, déjà contrôlés par les policiers depuis quelques jours. Exactement. Et aujourd'hui, on sait que les recrutements ont été au travers de toute l'Europe pour aller chercher effectivement des éléments violents. J'imagine mal ces personnes se posaient des questions effectivement vraiment pertinentes sur la question de l'eau et de l'irrigation dans le sud des Deux-Sèvres. Enfin, à un moment donné. Donc tout cela, Monsieur Griffo, qui en plus a eu une appartenance et en tout cas un cousinage avec tous ces milieux militants, sait très bien ce que la violence et comment elle est utilisée pour moyen de persuasion. Et donc aujourd'hui, en permettant cela, oui, il permet aussi une base arrière, une base logistique dont on voit et dont on sait qu'il y aura effectivement des points pour et des lieux d'accueil pour pouvoir avoir du soutien juridique, du soutien aussi psychologique, médical, des garderies d'enfants. Enfin, et également des si c'est pour discuter de la façon dont on utilise l'eau, après tout le débat est légitime. Oui, mais enfin, je ne crois pas, si vous voulez, qu'autour de la table... Vous voulez dire que ça cache derrière une volonté d'aller provoquer tout de suite la violence face aux forces de l'ordre? Si vous voulez, c'est que le cadre démocratique qui est posé en mettant autour de la table les soulèvements de la terre, Bassine Non Merci, et en ne convoquant pas la FNSEA, la Chambre d'agriculture, la coopérative de l'eau des Deux-Sèvres... Ah oui, les agriculteurs ne sont pas invités au débat.
Je ne crois pas, et je doute qu'ils puissent y aller sereinement, surtout. Enfin, rendez-vous compte que ces mêmes mouvements se permettent de rentrer sur leur propriété privée, se permettent de dégrader leur matériel, apposent sur eux des cibles et entretiennent un climat de tension et de terreur, crainte et de terreur. On peut le parler comme ça. Enfin, on va pas se rappeler ce qui s'est passé sur les éditions précédentes, mais vous vous doutez bien que tout cela a laissé des traumas extrêmement importants. Moi, j'ai pu les recenser, rentrant dans la cour de la ferme, menaçant les enfants, certains agriculteurs l'ont bien décrit. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arriver à discuter et à accepter un débat sur la gestion de l'eau qui est devenu tout de même, on le sait bien, il faut être réaliste, une ressource qui pose un sujet de gestion et qui est un bien commun, l'eau? Moi, je pense que déjà, on peut pas laisser cette question qui soit animée et argumentée par des groupes tels que les Soulèvements de la Terre ou Bassines Non Merci. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, parce que ça, on a compris que c'était votre objection et que vous traitez votre collègue de pompier pyromane, très bien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour accepter quand même de se mettre autour de la table pour un débat serein sur la gestion de l'eau? Mais je crois qu'une des clés, ce serait effectivement que le projet, non pas qu'il soit porté par la coopérative de l'eau des Deux-Sèvres, même si le travail qui a été fait, je ne le remets pas en cause, bien loin de là, mais il faudrait qu'il soit porté par une collectivité. Et à mon sens, sur ce type de projet, l'échelon pertinent pour pouvoir effectivement avoir une collectivité et donc des élus qui soient en responsabilité sur l'exécution de ce type de travaux et sur le contrôle, la maîtrise ensuite de leur utilisation, c'est le département de mon point de vue. Et je crois que là, on pourrait aussi avoir au moins par cette action-là, quelque chose qui pourrait permettre une concorde un petit peu plus envisageable ou facile à obtenir. Un débat sur la gestion de l'eau avec les agriculteurs, mais aussi leurs adversaires, à l'échelon du département. Voilà la solution que vous proposez. Julien Chassin, merci infiniment d'avoir été, monsieur le maire de Sainte-Soline, en direct sur Sud Radio ce matin pour évoquer ce que j'ai appelé d'un titre un peu rapide, peut-être la guerre de l'eau, mais qu'une réalité compte tenu de la violence qui s'est exprimée à Sainte-Soline en mars 2023 et qu'on redoute à nouveau cette fois-ci, mêle Sainte-Soline dans cette région des Deux-Sèvres à travers ces bassins de rétention d'eau au profit de l'agriculteur. Merci, on se retrouve tout de suite avec les 4 débatteurs des débats de l'été dans un instant dans Mettez-vous d'accord. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je vous remercie énormément au niveau de Sud Radio de tout ce que vous faites pour donner la parole aux sans-voix, parce que sur nos médias nationaux, personne n'en parle. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de ce 10h-13h sur Sud Radio avec les débats de l'été. Et on passe maintenant à Mettez-vous d'accord. Vous savez bien, avec nos 4 débatteurs que je vais vous présenter dans un instant, on va évoquer cette problématique posée au président de la République, mais finalement à l'ensemble du pays. Est-ce qu'on va trouver un gouvernement? C'est le gouvernement introuvable. Matignon, très bien. Pour l'instant, on a un gouvernement qui gère les affaires courantes, comme on dit, avec Gabriel Attal, mais qui a bien dit ce sera pas moi le prochain. Donc on va se retrouver dans quelques instants avec nos 4 invités que je vous présente immédiatement pour parler de ça et puis pour parler aussi du perchoir et puis peut-être aussi à nouveau de la problématique de cette guerre de l'eau dans les Deux-Sèvres. Alors avec nous ce matin Fanta Berreté, bonjour. Madame la députée, vous êtes députée Renaissance de Paris, vous êtes macroniste, voilà, vous représenterez ici cette sensibilité ensemble et centrale. Merci de votre présence avec nous. Alexandra Spinner, alors vous êtes enseignante, conseillère régionale de la majorité Pécresse, donc LR. Absolument, pour la région Île-de-France, Alexandra Spinner. Bonjour. Voilà, donc du coup on aura cette sensibilité aussi à droite et puis c'est un plateau très équilibré avec Rani Slimane. Et bonjour. Bonjour Rani, vous êtes, je vous appelle par votre prénom là, c'est une habitude dans l'émission. Il n'y a pas de souci. Avec Valérie Expert, vous êtes proche de LFI, vous êtes militant de l'association Quartier Populaire à Montpellier, cofondateur de l'association Force Populaire. Et quand je dis, vous m'avez dit tout à l'heure, est-ce que je peux dire proche de LFI? Vous m'avez dit, ça dépend des jours. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que comme tout le monde, il y a des fois où on est en accord avec sa sensibilité politique et des fois
Des fois, on a son propre avis. Ouais, mais oui, techniquement, et vous allez nous plus le présenter. que proche de la France Insoumise. Très bien. Et puis alors, on l'attend, il est bloqué sur la voie olympique. Non, il va arriver dans quelques instants. Frédéric Fougera, communicant, président de Tenkan, agence de communication, et Anthologie de la com aux éditions Bréal, qui viendra nous donner sa vision peut-être moins engagée. Enfin, on verra ça dans un instant. Alors, je voulais vous proposer comme premier débat la problématique du gouvernement, mais auparavant, je voulais savoir un peu ce que vous ressentiez ce matin et si vous aviez les uns ou les autres un coup de cœur ou un coup de gueule. Je commence avec vous, Rani Slimane. Alors moi, en fait, c'est un coup de gueule sur une partie du débat politique qui essentialise beaucoup. Essentialiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il... C'est un verbe qui est un peu conceptuel et théorique, un télo, hein, mais ça veut dire quoi? Ah bah merci de... je suis honoré à ce qu'on me souligne comme un télo. Essentialisez-vous. Alors essentialiser, c'est dans le sens où on gomme les nuances d'un groupe. Et en particulier, ce que je pense, c'est les habitants de ce qu'on appelle la France périphérique, même si j'aime pas trop le terme. Quoi, les banlieues, les cités, les quartiers difficiles? Au contraire, les villages, les sous-préfectures, tout ça. La ruralité plutôt, enfin éloignés des centres-villes. Les ruralités, et voilà, c'est justement les ruralités. Et en fait, on essaye d'expliquer que justement, voilà, dans les banlieues, les gens votent de telle manière, sont de telle manière et sont tous homogènes. Et on fait la même chose maintenant avec les gens qui vivent dans les villages, dans les sous-préfectures, en expliquant qu'ils sont tous d'afro-fascistes, qu'ils votent tous Front National. Et moi, je suis très surpris et très déçu du niveau d'analyse politique qu'on a à la télévision et sur certaines radios sur ce genre de clivage. Or, quand on regarde avec une loupe et qu'on regarde plus précisément ce qui se passe, on voit effectivement que dans ces bassins de population, il y a des populations très diverses, avec des avis très divers. Je veux prendre un exemple. Contre qui votre coup de gueule? Parce que, bon, c'est normal que on cherche dans l'analyse, souvent, les politologues, les sondeurs essayent de décortiquer les postures et les choix. Mais ils décortiquent pas, justement. C'est ça le problème, c'est ça que je reproche. Par exemple, hier, dans le Figaro... Excusez-moi, dans le Figaro, hier, il y avait... le faire. Quand vous expliquez que les électeurs du Rassemblement national sont d'affreux fascistes, vous faites vous-même ce que vous étiez en train de dénoncer. J'étais en train de dire le contraire. Ah non, vous venez de dire ça. Vous m'avez mal écouté. Non, je vous ai très bien écouté. Je crois que Rani Slimane disait, justement, il ne faut pas qu'on les essentialise comme étant globalement d'affreux... Et puis, ils ne votent pas tout ça. Et donc, par exemple, hier, dans le Figaro, vous avez le chercheur Guy Duy qui explique qu'il y a deux France, celle des métropoles et celle, justement, de cette France rurale, ou en tout cas, plus loin des centres. Et en fait, on gomme toutes les aspérités. Je vous donne un exemple concret. Dans l'Hérault, chez moi, à l'Odève, le candidat du Front Populaire, Sébastien Rome, arrive avec près de 70% des votes. Et pourtant, on est dans une sous-préfecture paupérisée. Mais qu'est-ce qui vous gêne dans la tentative d'analyse de Gilles Huy? Parce que ça c'est pertinent ce qu'il a dit sur la France qui est séparée. Ça ne l'est pas. Ce n'est pas pertinent. En tout cas, il manque une comment dirais-je, il manque un focus plus profond sur, en fait, les gens ne sont pas vraiment ataviquement proches d'un vote parce qu'ils vivent dans tel ou tel endroit. Vous avez des bassins de vie ruraux qui sont extrêmement à gauche. Vous avez des coins de centre-ville qui votent très à droite. Vous le savez très bien. Donc, et surtout aussi des électeurs libres qui parfois choisissent d'un côté et qui passent d'un côté à l'autre. Et donc le souci, c'est qu'en ayant ce discours qui est répercuté sur toutes les ondes, sur toute la bourgeoisie intellectuelle qui répertorie ça, le problème, c'est qu'à la fin, on crée des réalités. Et c'est-à-dire qu'on conforte des gens dans des choses. À force de le dire, ça devient... Il y a une théorie de vérité qu'à force de la prononcer, elle devient. Il y a surtout une spécificité de cette élection. C'est que des gens de gauche ont voté à droite, des gens de droite ont voté à gauche, que au fond, il y a on a bien vu que le moteur essentiel du second tour, c'était quand même le barrage au Rassemblement. Soit pour le RN, soit hostile au RN. Le premier tour a été un référendum contre le président de la République, et le deuxième tour a été un référendum contre Monsieur Bardella. Donc en réalité, personne n'a voté. Enfin. Non, mais vous êtes d'accord avec Rani Slimane. Vos électeurs, ils ont voté pour le programme de LR quand même.
Absolument, oui. Ben voilà, c'est pareil pour les autres. Donc non, les gens, ils ont aussi voté pour leur aspérité. Au premier tour peut-être, mais au second, il y avait également au second. Il y a des gens qui ont voté. Un front contre le RN. Quand vous votez au premier tour pour votre sensibilité politique et que qu'au second tour vous revotez pour sensibilité politique, c'est aussi pour une partie des idées que vous défendez. Fanta Berete, votre sentiment sur ce coup de gueule de Rami Slimane? C'est vrai qu'il y avait eu les travaux de Jérôme Fourquet, donc il y a quelques années déjà, qui établissait en fait un diagnostic de notre société, les grandes villes, les moyennes, les petites, les quartiers d'ailleurs, travaux largement relayés. Après, moi, j'ai bientôt 50 ans. Pendant longtemps, j'ai appris à l'école que 25% des gens votaient comme leurs parents, 25% comme leur territoire, 25% par conviction, puis qu'ensuite, plus on vieillissait, plus on avait des sensibilités qui pouvaient s'écarter, qui étaient très en lien en fait finalement avec notre condition de vie. Notre vie quotidienne. Exactement. Maintenant, je pense que nous avons tous compris que nous ne pouvons pas faire et répercuter la politique comme nous l'avons connue. En fait, je pense qu'il va falloir attendre les analyses des sociologues un peu plus poussées et l'analyse des chiffres, parce que qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait de la macro depuis un mois, parce qu'il a fallu passer des élections européennes, et vous l'avez dit, la manière dont les gens ont pensé, et aux élections législatives. Donc je pense que les forces vont se remettre en place. Néanmoins, je pense que les Français attendent véritablement des solutions. Effectivement, sur la question de la ruralité, il y a beaucoup d'inputs qui remontent depuis des mois sur les problématiques d'accès aux services publics, ces hôpitaux qui ferment, etc. Et ça, c'est les problèmes communs, qu'on soit de droite ou de gauche, quand on est confronté à un service public qui est fermé. Je pense que nous devons travailler. La problématique des classes fermées, nous l'avons à Paris, dans le 16e, dans le 15e, mais les médecins aussi, on en manque dans le 15e, dans le 16e de Paris. Voilà, non, mais il y a des solutions qui peuvent se trouver, mais maintenant, quand vous habitez en ruralité, qu'il y a une classe qui se ferme, c'est véritablement problématique. Donc, qui que ce soit dans les prochaines semaines ou les prochains mois, la question c'est qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là et quelles solutions on leur apporte. On veut vite vous dire, c'est ça votre coup de cœur. Mais alors, à vous, Fanta Berete, de nous dire maintenant quelle est votre ce matin prise de position personnelle, coup de cœur ou coup de gueule, ou alors Alexandra Spinner, Frédéric Fougera. Frédéric nous a rejoint. Je me lance dans mon coup de cœur allez-y, parce que moi j'ai envie d'amener un petit peu de joie, parce que c'est vrai que la période est assez morose, et je voulais vous parler de l'arrivée de la flamme olympique à Paris. Oui. C'est aussi mon coup de cœur. Voilà, on va pouvoir se compléter. Magnifique. Exactement. Mais pardon, vous n'êtes pas un peu en retard? C'était avant-hier, c'était hier. Mais c'est important d'en parler parce que je pense qu'elle a laissé des traces. C'est vrai que depuis l'arrivée à Marseille, on regardait depuis nos écrans. Moi, je suis pas une fan de sport, mais je me souviens très bien de 1998, et moi-même, je m'étais enflammée pour la Coupe du Monde. Et j'ai envie de vous dire que moi, j'ai vu des gens heureux tout au long du parcours. J'ai vu aussi ces croisements entre différentes populations, de l'intergénérationnel, et c'est ce qui a fait battre mon cœur, et je me suis dit, on a une soupape là, les gens sont heureux. Ça faisait des semaines qu'on entendait, voire des mois, parler de ces jeux, ce JO bashing en fait finalement, et là la flamme arrive, elle passe de quartier en quartier. J'étais chez ma pédicure hier qui me dit, je n'ai pas travaillé lundi, j'ai suivi la flamme dans tout Paris avec une amie, et c'était juste merveilleux. Physiquement, exactement. Et donc je trouve ça juste incroyable. Alors oui, il y aura certainement des problèmes, mais le temps s'est suspendu pendant une journée. Les gens étaient juste heureux, et ça fait du bien. Oui, Alexandra Spinner, vous vouliez finalement aussi porter la flamme. Oui, c'est mon coup de cœur. Moi, c'était un coup de cœur pour une flamme de la résistance, puisque alors cette séquence nous a donné des grands moments de joie. Moi, tout particulièrement, j'ai adoré la fille de Sophie Cluzel, qui aux côtés de ses camarades des Cafés Joyeux. Alors, il faut vous rappeler que Sophie Cluzel, qui était ministre des handicapés, sa fille elle-même est handicapée. Il y avait cette image magnifique. Elle portait la flamme olympique, j'ai trouvé ça extraordinaire. Nous avons eu Lassana Bathily, le héros de l'hypercachère, qui a porté également la flamme olympique. Mais mon coup de cœur va à Léon Levkovitch, qui est un survivant d'Auschwitz, qui est âgé un très vieux monsieur. Enfin, j'aimerais être une vieille dame comme lui l'est aujourd'hui. Un vieux monsieur de 94 ans, qui est un ancien champion de France d'haltérophilie. Il a porté la flamme olympique. Il était là avec son épouse. Absolument.
son épouse le suivait très fièrement. Il a été déporté à 15 ans. Il a survécu au camp de la mort et en sortant, il s'est dit que plus personne jamais n'allait l'humilier. Il est devenu champion. Il est devenu l'homme le plus fort. Il pesait, je crois, 30 kilos au sortir des camps. Haltérophilie. Haltérophilie. Ah oui. Il pesait, je crois, 30 kilos au sortir des camps d'Auschwitz. Et j'ai trouvé cette séquence absolument extraordinaire. Donc il porte la flamme olympique devant le mémorial du Veldiv et il y a cet instant extraordinaire où Serge et Beate Karsfeld l'attendent et ils sont si joyeux tous les quatre, de se voir. Et c'est un moment d'espérance, un moment de vie, un moment de résistance, de résilience. Et à l'heure où la communauté juive vit des moments si difficiles, des moments d'inquiétude, des moments d'angoisse, où leur existence même en France est remise en question, eh bien je trouve que c'est formidable. Oui, mais alors, bon, d'abord, je vois la tête, parce que vous toutes les deux, là, Fanta Berete et Alexandra Spinner, vous avez le sourire, vous êtes assez réjouissantes tous les deux. Et puis je vois nos deux messieurs, Frédéric Fougera et Rani Slimane, qui vous écoutent avec une tête. Pardon, on dirait presque qu'ils font la gueule. Alors, non, on écoute avec attention et respect. Vous êtes d'accord avec faire la gueule? On nous parle de commémoration, on parle du souvenir de gens qui portent dans leur chair quand même ce qui s'est passé de pire dans notre histoire récente. J'avais pas figure à rigoler. Non, alors je suis un peu. Alors par contre. Alors c'est moi qui suis hypocrite. Vas-y, Rani. Je vais vous dire pourquoi je dis que je suis hypocrite, parce que je vais les mettre en colère. Parce que j'ai entendu un argument que je relaie ici pour vous porter la contradiction, mesdames. Mais c'est que c'est un peu le fourre-tout. C'est une occasion de mettre tout le monde et n'importe quoi, les associations, les machins d'un côté, la communauté une telle qui se réapproprie l'affaire, et puis la communauté de l'autre, la LGBT. Personne ne se réapproprie. Qu'est-ce que vous venez de nous dire, la communauté juive, par exemple? Est-ce que c'est pas une façon de se réapproprier? Je vous ai parlé de la fille de Sophie Cluzel. Tous ensemble. Non, mais c'est justement tous ensemble. Mais justement, c'est ça qui était extraordinaire. Vous avez compris que c'est de la provoque. Hein, j'ai bien compris. Mais moi, je ne cesse ici de défendre les Jeux Olympiques parce que je trouve que c'est un événement tout à fait exceptionnel, que je suis heureuse en tant que conseillère régionale que ce soit. À ceux qui disent cette histoire de la flamme, c'est une façon de détourner l'attention de la réalité. Pas du tout. Au contraire, la flamme a cheminé dans Paris et elle a porté des symboles différents, elle a traversé des quartiers différents. Par contre, il faut dire un certain nombre de choses. Moi, je suis fan de sport. Vraiment fondé de sport. Ne me regarde pas. Allez-y, Rani. Je suis fan de sport. Et je peux pas faire l'impasse quand même sur ce qui est devenu les Jeux Olympiques. Je parle pas spécialement des Jeux Olympiques qui a lieu en France, de Paris. Je parle des Jeux Olympiques depuis un moment, avec un CIO qui prend des décisions très étranges. Il y a toute une marchandisation du sport. Moi, j'étais au passage de la flamme dans ma ville à Montpellier. Bon, derrière les athlètes, il y avait des camions de Coca-Cola, quoi. Je veux dire, il y a des sponsors. Il est là le problème, c'est-à-dire que moi j'ai une vision du sport populaire qui est un peu moi j'ai une vision qui est un peu différente. Comment vous financez les jeux alors? Comment vous financez le sport? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les jeux qu'on n'aurait peut-être pas besoin de financer. Je parle notamment de toute l'aspect logistique assez important de tout ça, de cette pollution vous savez, je vais vous dire un truc. On a un sujet, c'est que dans la vraie vie, quelle qu'on soit l'initiative qu'on prenne, par exemple la radio, les médias, il faut financer. Et pour ça, il faut de la pub. Et voilà, vous avez tout compris. Sauf si on socialise. On revient dans ce débat. Je vous promets que vous allez pouvoir exprimer vos arguments sur ce sujet du financement des JO, un petit peu fallacieux à vos yeux, par exemple avec Coca-Cola, dans un instant sur Sud Radio après la pub. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et là, on va voir s'ils se mettent d'accord. Mettez-vous d'accord, nos quatre débatteurs. Avec nous, Frédéric Fougera, de l'agence de communication Tenkan, Fanta Berete, de Ensemble Renaissance. Vous étiez député Renaissance, vous étiez la suppléante d'Olivia Grégoire. Et puis Olivia Grégoire, ce sera un de nos débats ce matin. Elle est encore ministre démissionnaire, mais du coup, elle va aller au Parlement. Donc vous n'êtes plus député parce que vous êtes sa suppléante. Enfin bref, tout ça est inextricable. En tout cas, on verra si on trouve des solutions. Et puis, avec nous, Alexandra Spinner, qui est enseignante et qui est conseillère régionale LR en Ile-de-France, et Rani Slimane, qui lui nous vient de Montpellier, un sportif, un grand sportif, la plus belle ville du monde, après Paris et Marseille peut-être, et qui est proche de la gauche de la France Insoumise. Rani, alors vous aviez lancé un débat qui était non, le CIO ne peut pas prendre de l'argent partout, et vous bâchez Coca-Cola. Mais enfin, on vous disait, on vous répondait, il faut bien les financer. On peut quand même penser que autour d'une
d'une compétition sportive comme les Jeux Olympiques, qui est quand même le moment de l'exposition du sport amateur, de beaucoup de sports qui, en tout cas, ne sont très peu médiatisés. Ils sont des grands professionnels, mais peu médiatisés, au contraire du foot ou d'autres sports. On peut quand même considérer que depuis une vingtaine d'années, même une trentaine d'années, la part publicitaire qui est présente lors des Jeux Olympiques progresse de manière exponentielle, à tel point que ça devient envahissant. Je me promenais dans Paris vers Opéra. Ça fait au moins 4 jeux que j'entends ce débat. Hein. Oui, mais c'est pas parce plus vieux que vous, mais mais c'est pas parce qu'on en parle depuis 4 jeux que c'est pas un problème. Oui, mais pas pendant les épreuves. Il manquerait plus que ça, tiens. Non, mais vous voyez, mais donc au moment du sport. Non, moi je pense qu'on peut faire quelque chose de aussi bien, avec moins de pubs, moins de fric, et ça se passera très bien. Bon, alors votre réaction, Frédéric Fougerat. Non, mais et plus de fric pour les athlètes. Le long de l'année, en dehors des Jeux Olympiques. J'ai changé de voix. On le trouve où cet argent? Non, mais Frédéric Fougerat, ce sujet du rapport du sport et de l'argent est un vrai sujet, et ce que dit Rani, je partage au moins en grande partie ce qu'il dit. Le CIO, c'est une organisation qui est plus riche que certains États. On peut se poser des questions. Est-ce que le CIO a besoin d'autant d'argent pour organiser des événements de la même ampleur? Bon, après, c'est toujours très facile d'être un observateur et de dire il suffirait de faire autrement. Il y a quand même un sujet. C'est vrai qu'il y a cet événement brasse énormément d'argent et pas nécessairement en faveur du sport, en faveur du développement des territoires où les événements se déroulent, ni en faveur des populations. Mais j'ai absolument pas la réponse. Je voulais revenir sur la question juste que vous aviez posée précédemment suite au coup de cœur de Fanta et d'Alexandra, sur quoi répondre à la polémique sur le fourre-tout du passage de la flamme olympique. Oui. Alors en communicant de crise, je vous répondrai que d'abord on n'est pas obligé de répondre à toutes les polémiques parce que ça. Je vais vous répondre, mais je vous réponds pas. Il est formidable, Frédéric Fougerat. J'adore les communicants. Parfois le silence ça participe, est appréciable. Non, mais ça participe à les alimenter et en faire un sujet. Alors est-ce que c'est réellement un sujet? Je pense qu'on s'en fout complètement, mais il faut bien apporter des sujets. Moi, ce que je voulais dire, on l'a déjà évoqué ici la semaine dernière, c'est que exceptionnellement, pour une fois n'est pas coutume, eh bien Paris le week-end dernier a ressemblé au reste de la France, parce que toute la France, la France s'est emportée, a été joyeuse, a été fière de ce passage de la flamme olympique dont on n'a quasiment pas parlé, en tout cas pas dans la presse nationale, beaucoup dans la presse régionale. Et là, Paris a vécu au même rythme, son cœur a battu au même rythme que le reste de la France. Voilà, Paris c'est pas la France, mais quand Paris fait partie de la France, c'est sympa aussi. Donc moi j'ai pas envie de parler de polémique, j'ai envie de me réjouir comme les dames de ce plateau. Je ravale ma question, d'accord. C'était une question provocatrice, donc elle était faite pour faire réagir. Oui, pour être bâché. Mais vous avez raison de me bâcher dans ces cas-là. On fait le job. Bon, mais enfin la flamme, pardon, mais il y a eu Marseille, c'était magnifique cette arrivée, évidemment avec le voilier, et puis ensuite derrière, il y a eu d'autres villes dont on a parlé malgré tout. Il y a eu un petit truc entre-temps, ça s'appelle la dissolution. Tout le monde a pris acte du fait, ne serait-ce qu'en se mobilisant et en allant aux urnes, que c'était un énorme enjeu pour le pays, quoi. Non, donc ça explique un peu que ça a été mis un peu de côté. Complètement, mais c'était pas nécessairement un monosujet. Et puis il va y avoir le dernier acte d'allumage de la flamme qui, je pense, on va en parler, va faire la une de toute la presse. Le soir de l'ouverture et de la cérémonie. Vivement la cérémonie d'ouverture des Jeux. Fanta Vérité. Là-dessus, moi complètement en phase. Non, sur le sport et l'argent, de toute manière, moi j'ai envie de dire que quand je vois ce qui se passe dans le foot, tout particulièrement, déjà j'ai les poils qui s'hérissent. C'est-à-dire que on a toute une succession de petits clubs qui ont des difficultés, qui n'ont pas de camionnette pour aller emmener les enfants donc d'un stade à un autre le week-end, avec des parents qui n'ont pas les moyens, qui sont dans l'obligation de pouvoir de mutualiser, etc. Et puis à côté, on a ces astronomique pour voir finalement 22 mecs taper dans un bout de cuir. Donc moi, à partir de là, au défi, excusez-moi, il y a le foot féminin, ça existe aussi et ça marche bien. Il y a la question des filles qui ne sont pas payées à la même hauteur. Il y a certains pays qui commencent à innover là-dessus. Donc il y a une vraie question. Le fait que nos enfants ne puissent pas accéder aux matchs de la Ligue 1 sans avoir un abonnement privé, etc., avec des contrats mirobolants, c'est un sujet. Encore une fois, je n'aime pas le. Mais vous faites quoi? C'est-à-dire que Kylian est parti. Ok, il est parti en
l'Espagne, donc on ne peut plus rattraper ces millions. Moi, j'ai une solution concrète. D'ailleurs, oui. Toi, tu me coupes la parole comme ça. Mais c'est très bien parce que j'avais pas de solution. C'est le jeu. C'est vous voyez. Rami Slimane. Ça vaut le coup de couper la parole. Non, mais moi, je postule au poste de ministre des Sports. J'ai plein d'idées. De la gauche insoumise. Tout le monde postule à tout. C'est un sapin. Bon, ça y est, on a trouvé. Scoop sur Sud Radio ce matin. Dans Mettez-vous d'accord, on a trouvé le ministre des Sports de la gauche, du Front Populaire. Il y a quelque chose qui s'est passé qui est justement par rapport au football, et je suis tout à fait d'accord avec Fantas sur le problème qu'il y a des droits TV, parce que c'est ça qui finance le football professionnel. Et donc on a des opérateurs privés qui font la pression dans des négociations encore plus dures que celles du Front Populaire, vous pouvez me croire, parce que là il y a beaucoup d'argent en jeu. Et en fait, il y avait une solution tout à fait simple, c'était de faire un diffuseur public avec un abonnement à un prix accessible. Mais on casse pas les règles du marché comme ça. On casse pas les règles du marché. Faudrait peut-être se poser la question. Dites-le, vous voulez nationaliser Je veux socialiser effectivement la diffusion. Les canaux audiovisuels, la diffusion sur le sport et sur le foot. Et pareil pour les clubs de foot. Vous avez en Espagne, d'ailleurs, malheureusement, les clubs espagnols s'en éloignent de plus en plus, mais vous avez notamment pour le financement des clubs, les socios, c'est-à-dire la capacité de tout le monde à adhérer à un club de foot et en être un propriétaire, actionnaire. Il y a plein d'autres manières d'envisager le financement du sport. Il n'y a pas besoin d'ailleurs de casser les règles de l'économie, je ne sais pas quoi. Il y a juste à regarder ce qui s'est fait par le passé. Mais pourquoi il n'y a dans ce cas-là pas un vrai grand club de football, le Ligue 1 en France, qui soit une coopérative? Ça n'existe pas. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire. Mais le truc, la question c'est pourquoi il n'y en a pas? Ça, c'est parce qu'on a des habitudes où on a toujours laissé à l'époque au capital français la propriété des clubs. Mais c'est pas un gros mot, hein. C'est pour moi non. Mais moi non plus. Le capital ça existe, hein. Il y a pas de problème. Et c'est ce qu'on a fait. On avait des entrepreneurs qui prenaient les clubs, et il y a des entrepreneurs qui étaient très attachés à leur club. Moi dans ma ville. Et alors pourquoi ça marche en Espagne? Les Nicolins, on peut pas dire qu'ils aiment pas leur club. Moi je suis un grand fan de l'UHSC. Donc mais par contre, on peut imaginer qu'un club comme Marseille, on peut imaginer un club comme qui a une grosse base supportrice populaire. On peut penser à un club comme Saint-Étienne, Lens, qui pourrait aller vers ces modèles-là. Pourquoi ça marche en Espagne et ça marche pas chez nous? Mais c'est pas que ça marche pas, c'est qu'on n'a pas essayé. Donc c'est pour pas dire que ça n'a pas marché. C'est qu'il y a des gens qui tiennent un peu ça et qui peut-être ne pensent pas à faire autre chose. Avec coopérative. On se retrouve dans quelques minutes après le flash info de 11h pour la suite des grands débats de l'État et de Mettez-vous d'accord. Restez avec nous sur Sud Radio. Très bonne matinée. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et c'est reparti pour Mettez-vous d'accord avec nos invités. Rami Slimane, qui est proche de la France Insoumise, du Front Populaire de la gauche. Alexandra Spinner, proche de la droite LR, puisque elle-même est conseillère régionale Île-de-France auprès de Valérie Pécresse pour l'étiquette LR. Fanta Berete, proche de la Macronie, en plein dans la Macronie, puisque vous êtes la suppléante d'Olivier Grégoire au Parlement, à l'Assemblée nationale. Fanta Berete, vous avez siégé quelques heures, on pourrait dire, comme député Renaissance. Et Frédéric Fougera, communicant, lui, président de Tenkan Paris, agence de communication. Vous vouliez, Alexandra, revenir sur notre débat sur le financement du sport? Sur le financement du sport. Déjà, moi, je voudrais dire qu'à la région, avec Valérie Pécresse et Patrick Caram, nous sommes mobilisés pour que précisément le sport soit accessible à tous. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Pardon, mais vous faites votre pub, mais concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que nous soutenons les clubs sportifs. Toutes les régions le font. Oui, alors, c'est pas parce que toutes les régions le font qu'il ne faut pas être fier de ce que nous faisons. C'est quand même formidable de se dire que sur tout le territoire francilien... C'est le mode de financement qu'appelle de ses voeux Rami Slimane, quoi, finalement. Non, mais c'est par les collectivités. Mais c'est un mode de financement que nous pratiquons. Nous sommes pleinement mobilisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et j'insiste sur Paralympiques parce que je dis à vos auditeurs qu'il y a encore des billets à acheter pour les Jeux Paralympiques, et c'est quand même... Et vous allez lancer une grande campagne de com avec le CIO, d'ailleurs, parce un événement tout à fait exceptionnel. Ce sont des sportifs. Les billets sont pas vendus. Et c'est quand même
voilà, ce sont des sportifs de haut niveau qu'il faut soutenir, qu'il faut aller encourager, qu'il faut aller applaudir. Et j'encourage vraiment l'achat des billets. Et donc nous sommes pleinement mobilisés pour ces Jeux que nous finançons. L'Île-de-France est bonne dans quoi, par exemple? Les chances de médailles que pourraient donner des sportifs issus de l'Île-de-France, c'est quoi? Écoutez, on a des tas de sportifs tout à fait exceptionnels dans tous les sports. Le judo, on a des judokas, on a des perchistes, on a des nageurs exceptionnels. Ah oui, tiens, vous avez une nageuse qui s'appelle Anne H, qui a plongé tout à l'heure. Et pourquoi Valérie Pécresse n'a pas nagé, s'est pas baigné avec Anne Hidalgo? Écoutez, peut-être parce qu'elle se prête pas à cette mise en scène ridicule. Mais en tout cas, sur le financement rapidement du sport, il y a une question qui est importante, notamment on reparle du foot, c'est la question des enceintes. Il y a eu des projets, des enceintes, c'est-à-dire des stades, des grands stades, des grands projets inutiles. Il y a eu un moment, à une époque, où on a commencé à vouloir faire des stades sur le modèle de Lyon. Et par exemple, nous à Montpellier, il y a eu l'idée de faire un nouveau stade en dehors de son quartier de la Paillade, là où il y a le stade populaire actuel, pour le mettre au fin fond dans un endroit improbable près d'une autoroute. Et tout ça, en fait, on se rend compte qu'économiquement, déjà écologiquement, j'en parle même pas, économiquement, c'est plus viable. Donc il y a aussi la question de réinvestir les enceintes existantes, les rénover et les laisser notamment là où elles sont, c'est-à-dire souvent dans des endroits où on en a besoin, comme à Montpellier, à la Paillade. Moins de nouveaux bétons, parce que c'est un vrai sujet pour le climat. Oui, c'est un vrai sujet, vraiment. Ouais, et rénovation plutôt. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, Frédéric Fougera. Et juste un petit complément d'information, parce que j'ai vu un reportage magnifique hier soir, je crois que c'était sur France 2, mais peu importe. Et quand on dit qu'il est magnifique, il vaut mieux trouver le média. Non, mais... le service public, très beau reportage. Il me semble-t-il c'était sur France 2. Oui. C'était un historique des Jeux Olympiques, et notamment le fait qu'en 1960, la France était revenue avec 0 médaille, c'était la honte absolue, et c'est là où le général de Gaulle a décidé finalement de lancer de très très grands chantiers pour avoir parce que infrastructure égale outils des stades, des pistes, de créer l'INSEP, et c'est à partir de cette catastrophe de médailles olympiques non reçues que finalement notre politique française d'aujourd'hui et de sport aussi pour tous et sur tout le territoire a débuté. INSEP, Institut national des études sportives, qui est basé à Vincennes et qui est basé à Paris 12e, dans le bois de Vincennes, exact, mais qui est un lieu magnifique au fond aujourd'hui où on a de très grands experts de physiologie, de nutrition notamment, et puis bien sûr du sport, tout simplement des entraîneurs, et ça c'est un organisme public. Alors revenons Frédéric Fougera, alors à votre tour, le dernier de nos 4 débatteurs ce matin, à votre propre coup de cœur, ou coup de gueule, je ne sais pas. Alors c'est un coup de gueule, mais c'est aussi un peu plutôt un rappel. Alors je reviens dans notre quotidien politique, et je voulais rappeler que vote ne veut pas dire consentement. Vote veut pas dire consentement. Je m'explique, je développe. Depuis l'élection de Jacques Chirac en 2002, donc déjà ça remonte un peu, contre Jean-Marie Le Pen, les élections d'Emmanuel Macron et puis ces dernières législatives, nos politiques ont tendance à oublier que le vote qui les porte aux responsabilités dans le cadre d'un front dit républicain ne vaut pas consentement politique. Quand certains déclarent qu'ils ne doivent pas trahir leurs électeurs et appliquer leur programme, tout leur programme et rien que leur programme, justement, ils trahissent leurs électeurs parce qu'ils confondent leurs partisans du premier tour, plus ou moins minoritaires, assez minoritaires en réalité, avec leurs électeurs du second tour, qui leur donnent eux un mandat de député, mais pas un contre le RN, mais pas pour leur programme. C'est un programme, voilà, qui n'approuve pas nécessairement. Des gens de droite votent à gauche, et des gens de gauche votent à droite, et ça peut aller dans tous les sens. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que je dis ça parce qu'on parle beaucoup de la question du consentement dans notre société, mais le consentement, il devrait être au menu, pas à la carte. Le consentement, c'est tout au long, c'est tout le temps, c'est tout au long de l'année. C'est pas seulement quand ça nous arrange. Tous les partis qui ont appelé à former un front républicain contre le RN, ils ne peuvent pas considérer que leurs députés ont été élus pour appliquer leur programme et rien que leur programme. Ils ont reçu un consentement tactique, pas un consentement politique. Et la situation aujourd'hui, elle devrait les obliger. Elle les oblige à travailler ensemble pour le pays, dans des négociations et dans le compromis. C'est une situation nouvelle, ça on est d'accord, c'est nouveau, on ne connaît pas, on n'a jamais expérimenté. Mais c'est très salutaire pour la démocratie, je trouve. C'est carrément... et ça existe dans beaucoup de démocraties apaisées. Donc nos politiques pourraient être à la hauteur, mais ils devraient considérer qu'un non au RN, c'est pas un oui, c'est pas un consentement. On dirait carrément un pavé dans la mare de la gauche du nouveau Front Populaire. Mais non, parce que ça s'adresse à tous les
politique. C'est surtout ceux-là qui n'est pas concerné par notre tribune. C'est surtout ceux-là qui ont dit. Non, pardon. Non, c'est faux. C'est surtout ceux-là qui ont dit il faut appliquer notre programme, donnez-nous un Premier ministre. C'est d'abord. C'est faux. C'est totalement faux. Rani Slimane et Fanta Beretta. Attends, si tu me permets juste une chose, au lendemain, pour montrer que c'est bien tout échiqué, au lendemain de l'élection, Monsieur Rotaillot est venu sur les plateaux en disant nous, on ne touchera pas à nos valeurs, on ne touchera pas à notre programme, c'est notre programme. Oui, mais il n'a pas prétendu avoir Matignon, si vous voulez. Non, ceux qui disent depuis le début, c'est nous qui sommes devant. Montrer notre état d'esprit républicain, il est quand même très boutiqué et on n'est pas très ouvert sur les autres. Il y a un moment, il faut aussi voir différemment. Il y a quelque chose, c'est que déjà. Moi, oui, dans le sens où je comprends l'intervention de Frédéric sur le fait que ça touche tous les partis, c'est pas pour que la gauche, et c'est vrai. Par contre, je m'inscris en faux avec ce que tu dis, dans le sens où je trouve l'argument assez byzantin. Il y a des mouvements politiques, et là, on va parler vraiment de tous les mouvements politiques. C'est négatif, byzantin. C'est considéré comme le lieu d'un pouvoir compliqué dans notre histoire. Là, on crevait les yeux. Moi, j'aime beaucoup l'argument. Là, on crevait les yeux de ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'empereur. On crevait les yeux. C'est ce qui se passait. Bon, Frédéric, vous avez des lunettes qui vont vous protéger. Alors, du coup, Rani. Chaque mouvement politique défend un corpus d'idées qu'il souhaite bon pour la société. Moi, je ne doute pas que chacune des personnes présentes ici et qui sont engagées politiquement pense que le projet qu'elle porte est bon pour la société. Mais ça, Frédéric l'a pas mis en cause. Hein. Je sais bien. Ce qui met en cause, c'est le fait d'utiliser des électeurs convoqués pour notre raison au service de nos idées. Il y a une petite musique qui fait penser que le compromis, ça veut dire la capacité que vous allez avoir à négocier, à renier une partie de ce que vous portez, est quelque chose qui peut créer du consensus pour arriver à quelque chose. Moi, j'ai vu l'Italie. J'ai vu des gouvernements dits de consensus, des gouvernements techniques. Celui de Matteo Renzi, qui était soi-disant de gauche et qui a fait une espèce de truc un peu en même temps, on va dire, très dur pour les Italiens. Et ensuite, celui de Mario Draghi. Ça a amené le fascisme le plus gras au pouvoir. Donc Giorgia Meloni qui gouverne. Meloni qui est une fasciste. Les mots ont un sens. Oui, c'est une néo-fasciste. C'est quand même un néo-fasciste. C'est comme ça qu'elle se décrit. C'est pas moi. Donc du coup, la chose qu'il y a, c'est que si vous allez, et peu importe le mouvement politique, à rebrousse-poil de ce qui est une cohérence de propositions qui crée des effets de levier, et bon, en fait, on va créer quelque chose, c'est-à-dire du rien, et du rien surgit le pire. Mais Rani, quand on discute, il faut bien mettre de l'eau dans son vin. On peut pas imposer toutes ces idées à soi, dire c'est moi, que ce que Fanta Beretta. Alors, moi, je trouve que l'analyse de Frédéric est parfaite. Et je faisais partie des gens qui, il y a 10 jours, suivaient de près Marine Tondelier, ce qu'elle pouvait dire, etc. Parce que je me disais... Leader on va peut-être trouver une voie de passage là-dessus. Et au fur et à mesure, finalement, que les heures sont passées, elle s'est complètement durcie sur les axes du programme du nouveau Front Populaire, en prenant en otage tout le monde, tous ceux qui avaient voté. Moi, je connais tout un tas de personnes qui ont fait le choix du nouveau Front Populaire, mais qui sont très loin des idées normalement, mais parce qu'ils ne voulaient pas du Rassemblement national. Absolument. Et quand elle dit, c'est notre programme, rien que notre programme, si vous voulez la cantine gratuite à la rentrée, si vous voulez qu'on impose tout de suite les sociétés, etc., en fait, il n'y a plus de plateforme commune, il n'y a plus d'axe de négociation pour les autres partis. Et évidemment que les macronistes et d'autres ne vont pas les rejoindre là-dessus. Donc effectivement, je pense que le vote ne vaut pas adhésion, surtout que en tout cas, le nombre de députés NFP ne représente que 31% des députés dans l'hémicycle. C'était le nombre d'électeurs, surtout 31%, 34% pour le Rassemblement national, et la deuxième force politique, c'est le nouveau Front Populaire, en effet. Vous savez ce qu'on va faire ? On va financer l'audiovisuel, on va financer notre radio, on va faire un peu de pub, et on se retrouve après. C'est Mettez-vous d'accord. À tout de suite, restez avec nous. Vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier.
Et je rigole parce que dans ce mettez-vous d'accord, parfois c'est assez vert, on va dire, les échanges, mais ça c'est un peu de ma faute, pendant qu'on est en coulisses. Alors, mettez-vous d'accord ou pas sur un gouvernement? Bon, ici, on a déjà trouvé le ministre des Sports, vous avez vu, Rani Slimane, si c'est le Front Populaire, le nouveau Front Populaire qui prend le pouvoir. Moi, je voudrais vous solliciter et vous proposer pour ça le travail de nos confrères Libération, le journal Libération, et puis le Parisien aujourd'hui en France, qu'on trouve tous les deux dans tout le pays. Il y a ces deux titres. C'est pas un journal de droite, c'est pas le Figaro, c'est pas l'Opinion ce matin qui titre, tenez-vous bien, nouveau Front Populaire, avec une belle photo là de la Maison de l'Amérique latine, nouveau Front Populaire, Matignon pour les nuls. C'est pas moi qui le dis, c'est pas la droite qui le dit, c'est la gauche là, c'est le genre. Et puis alors à côté, on a tout simplement le Parisien aujourd'hui en France qui finalement relaie la désespérance d'un certain nombre d'électeurs de gauche, la politique du chaos de LFI. Et puis alors je vous propose ce matin. Tout partisan le truc. Vous trouvez ça pas oui, le Parisien. Aujourd'hui en France. Écoutez, je vais vous très bien. Écoutez, vous savez, Fonta Berreté, il y a quelques instants, évoquait Marine Tondelier, la chef de file d'Europe Écologie Les Verts, qui se dit désespérée. Écoutez ce que Thomas Porte de LFI, député France Insoumise, disait ce matin, là, il y a quelques minutes, sur Sud Radio, chez Benjamin Glaise, quand Benjamin Glaise lui évoque la désespérance de Marine Tondelier. Coup de gueule ce matin de la patronne des écologistes, Marine Tondelier, sur France 2. Elle dit « Je suis en colère, écœurée, fatiguée, j'en ai marre et je suis désolée du spectacle qu'on donne aux Français. » Comment réagissez-vous ? Écoutez, elle a qu'à s'adresser au Parti Socialiste qui aujourd'hui bloque les discussions. Thomas. Ouais, c'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est elle. Non, mais écoutez, ce qui serait peut-être pas mal aussi, c'est de rappeler que 75% des Français n'ont pas voté pour le nouveau Front Populaire. On oublie de le dire quand même. Et que donc, il n'y a aucune proposition politique qui a véritablement suscité l'espérance des Français. Quand même, il faut le dire. Enfin, je veux dire, et je me réjouis que tout le monde comprenne que LFI n'est pas un parti de gouvernement et que ce serait évidemment Jean-Luc Mélenchon a été ministre sous Jospin. C'est un ministre. Arrêtez de dire qu'il n'est pas capable de gouverner. Sauf que lui n'est pas élu et que c'est pas lui qui sera le Premier ministre. LFI n'est pas un parti de gouvernement. Non, LFI n'est pas un parti. LFI n'est pas un parti dans l'arc. Ils ne font pas partie de l'arc républicain. Mais ça veut rien dire, l'arc républicain, madame. Ça veut rien dire. Mais non, ça veut dire. Non, ça s'appelle un anathème. Ça s'appelle un anathème. On va pas être d'accord. S'il vous plaît. Alors pourquoi on a fait un front républicain avec notamment des candidats de la France Insoumise pour dire tout de suite après qu'ils ne sont pas dans l'arc républicain? Vous êtes d'un sophisme mais incroyable. Très bien, mais vous êtes formidable aussi pour ne pas répondre à la question. La question c'était Thomas Porte, Rani Slimane. Thomas Porte, on vient de l'entendre ce matin quand on lui dit, Marine Tondelier lui dit, je suis désespéré parce que vous bloquez la discussion, vous, les gens de la France Insoumise. Il répond, mais non, allez regarder, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est Olivier Faure, demandez-lui pourquoi il bloque. Enfin, c'est quoi? Alors qu'il y a un nom proposé par les socialistes, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste de Laurence Tubiana, qui est une femme compétente, elle-même choisie par le président de la République pour la Convention citoyenne. Oui, d'accord, mais très bien. Et alors du coup, non mais tout est bloqué. La question c'est le blocage. C'est pas moi qui bloque, c'est l'autre. Vous répondez quoi à ça, vous qui êtes proche de LFI? En fait, tout à l'heure, on parlait d'autres pays, et c'est vrai que la culture parlementaire chez nos voisins européens est beaucoup plus développée. Prendre du temps pour se mettre d'accord sur un gouvernement, moi, honnêtement, ça me choque pas. Moi, ce qui me choque, par contre, c'est la volonté de certains... Non, attendez, moi, ce qui me choque vraiment, c'est la volonté de certains au Parti Socialiste, notamment, de vouloir renier une partie du programme, pour moi, qui est très cher, qui est la question de la hausse des salaires. Vivre dignement de son travail, pour moi, et je pense qu'on sera tous d'accord avec ça. Mais le PS est d'accord pour les 1600 €. Ouh, je sais pas. Ils ont commencé à parler de renier notamment Madame Tubiana, qui avait signé une tribune dans Le Monde en disant qu'il fallait revenir sur une partie du programme. Moi, depuis 7 ans, j'entends beaucoup la Macronie et la droite parler de la valeur travail. Ok, on peut en parler. Moi, ce que je veux parler, c'est la valeur du travail. Moi, je vis dans un endroit où les gens n'arrivent pas à vivre de leur travail. Et ça, pour moi, c'est la priorité. Donc oui, moi, je suis de ceux qui pensent, et vraiment qui l'assument, qu'il faut augmenter les salaires. Et donc, du coup, ne pas revenir sur ces parties de programme qui sont importants. On a passé... Il y a des questions qui sont très importantes sur l'accumulation de la richesse de certains. Le vrai sujet, c'est que Jean-Luc Mélenchon ne veut pas que son parti gouverne, un peu comme le RN. C'est faux. Moi, je vous garantis qu'il veut gouverner. Ça, c'est un truc qu'on peut lui faire confiance.
Fanta Berreté. Et bien sûr que Jean-Luc Mélenchon ne veut pas gouverner. En fait, ça fait 10 jours qu'on est dans un Dallas version 2024. Alors, je ne sais pas quel rôle il pourrait avoir. Qui est JR, qui est Joc, qui est Pamela, etc. Mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que en plus, on accuse les macronistes. Alors, on a un président, qui doit-il appeler finalement Faure, Mélenchon, Tondelier, ou les candidats Kinder Surprise qui sortent dans les médias tout au long de la journée. Berger, ce sera Laurence Tubiana. Non, mais voilà, c'est fatigant. Jean-Luc Mélenchon ne veut que le chaos. De toute manière, il s'est exprimé, nous le savons tous, on ne va pas faire semblant de ne pas le savoir. Ce qu'il veut, c'est cette 6e République. Il l'a été effectivement au pouvoir. Non, mais en fait, pour y arriver. Donc, moi, je trouve ça fatigant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui, sinon rien, et il sait très bien qu'il ne passera pas, qu'on ne pourra pas le laisser passer. Les choses sont claires. Donc, il faut qu'il se mette au travail avec les autres, et que sur le programme, moi, je suis d'accord sur la valeur travail. Mais non, la valeur du travail. La valeur du travail. Merci. Mais cette proposition à 1 600 €, elle a été tirée par tous les économistes, tous les politiques, etc. Non, mais attendez, 1 600 €, moi, quand je me balade dans le 15e arrondissement et que j'en parle aux petites entreprises, parce que jusqu'à présent, ce sont les plus petites entreprises qui font vivre et qui portent ça, les boulangers, les artisans, etc. ne sont pas. C'est très compliqué. Donc, en fait, je pense que c'est pas la caisse de péréquation. Oui, expliquez-le. Non, mais par honnêteté intellectuelle. Je l'ai bien faudra que les entrepreneurs empruntent pour pouvoir financer les salaires. C'est-à-dire que les grandes entreprises qui font des surmarges, on va les taxer pour financer les petites. Non, moi je reste en France, c'est chez moi, j'ai pas besoin d'aller au Mexique. Frédéric Fougerat. Vous êtes dubitatif. Oui, non, parce que je suis un peu désespéré par ce genre de discours. Mais c'est vous qui avez allumé le feu en disant oui, mais j'aime bien allumer les mèches, ça marche pas. Et après, il est désespéré. Les constats ou les priorités sont faciles à déterminer, mais c'est pas des solutions. C'est toujours facile de dire qu'il y en a d'autres qui peuvent payer. C'est loin d'être si simple que ça. Oui, un petit commerçant, un artisan, non, il peut pas. Qui a plaisir à ne pas payer ses salariés ou ses collaborateurs? Non, on est sur le fond des salaires. Vous avez raison. Et alors il y a un comble, c'est que finalement ceux qui ont proposé à payer aussi bas en France. Vous vous rendez compte dans la le comble, Rani Slimane, c'est que vous récusez à LFI, vous récusez Laurence Tubiana, mais le comble, c'est que Gabriel Attal dit, moi je serais plutôt pour une convention des salaires, une réunion, une conférence des salaires, et donc en fait non, mais politiquement on voit bien mais dans le marketing, on politique, on voit bien qu'aujourd'hui tous les rôles et toutes les étiquettes sont mélangées. Alors je vous propose un autre sujet, par exemple, la droite, elle de son côté, essaye d'organiser, on l'a vu, on en a parlé hier, une coalition. Et là, il y a un nom qui émerge, ce serait celui de Xavier Bertrand, qui pourrait être un recours pour le président, pour essayer d'être la passerelle entre les LR, le groupe central d'Ensemble et Renaissance. Vous accepteriez Xavier Bertrand comme Premier ministre? Il émerge ou c'est lui qui fait émerger son nom? C'est une question importante. Il semblerait qu'il le fasse bien émerger. Alors bon, me voilà relais de Xavier Bertrand. Pardon, mais aux dernières nouvelles, il était candidat à la présidence de la République. Je ne sais pas, mais en tout cas... Il est président de la région Hauts-de-France. Oui, président de la région Hauts-de-France, absolument. Écoutez, de toute façon, attendons. Vous savez, avant l'élection du Perchoir... Ah oui, avant l'élection Perchoir. Avant tout demain, ce qu'on dit, finalement, n'a pas... Voilà, tout peut changer, tout candidat peut émerger. Vous voulez pas, rien. Vous soutenez pas Xavier Bertrand? Non, pas du tout. LR que vous êtes, Fanta Berreté, vous accepteriez Xavier Bertrand comme Premier ministre d'une coalition dans laquelle figurerait aussi Ensemble? Comme Alexandra, je pense qu'il faut attendre cette élection maintenant. On va être obligé, ce que veulent les Français, c'est qu'on fasse un pas vers l'autre et qu'on soit en capacité, quelque part, de pouvoir proposer une plateforme de programme qui puisse nous accompagner au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Il y a entre le mois d'octobre et le mois de décembre prochain, on va quand même voter le budget. Donc, en fait, on arrive directement donc à la rentrée sur les textes importants. Donc, il faut trouver une solution qui permette à un gouvernement de pouvoir passer les budgets parce que dépendent... Sinon, c'est la hausse des taux qui nous prête plus. Exactement. Donc, là-dedans, il faut être
être cohérent. Donc je pense que chacun, en fait, on s'est amusé tous pendant 10 jours. C'est drôle peut-être pour la presse, peut-être pour un certain nombre d'acteurs, mais là, effectivement, on parlait du bonheur de la flamme, mais le vrai bonheur, je pense, à venir, c'est celui de sortir le pays de ce désastre institutionnel, de cette période très difficile, et de pouvoir poser les choses de façon à pouvoir être en mesure d'avancer. Si je comprends bien, je traduis par rapport à la question que Xavier Bertrand ou pas, vous dites pourquoi pas, en tout cas on discute, il faut discuter. Rani Slimane, vous voulez dire un mot? Oui, moi je veux revenir à ce qu'on s'est dit. Vous voyez, moi déjà je vous trouve très patiente, là, parler de patience pour tout ce qui est des négociations, pour des gens éventuellement à droite. À gauche, je vous trouve très très encline à quand même à vouloir annoncer rapidement. Je trouve que c'est un peu étrange ce deux poids deux mesures, mais surtout ce que je pense que les Français attendent, le blocage institutionnel, je pense qu'effectivement ça donne pas une bonne image, on est d'accord sur ça. Mais moi je reviens sur la vie des gens, des vrais gens, ceux qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Il faut absolument s'en occuper. J'espère qu'au prochain budget, effectivement, il y a des choses qui vont bouger. Et je le rappelle d'ailleurs, pour la hausse des salaires, ça passe par décret, ça passe pas par le Parlement. Et notamment, il y a une chose qu'on pourrait faire pour les petites PME, parce que vous en parliez. Moi, j'ai été entrepreneur, donc je connais assez bien le sujet. Effectivement, on est taxé, quand on est un petit entrepreneur, beaucoup plus que les grandes entreprises. Il y a un vrai travail sur la fiscalité qui n'a pas été fait pendant 7 ans, où on a gavé les grandes entreprises et on a tué les petits. Complètement faux. À tout de suite, on reprend le débat. Ça s'appelle Mettez-vous d'accord avec nous. Vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et la question qui était posée à nos 4 débatteurs ce matin était: est-ce que vous allez vous mettre d'accord sur au moins identifier qui bloque, par exemple à gauche, pour essayer de pouvoir fournir une proposition de nom pour Matignon au président de la République? Eh bien, avec nous Frédéric Fougera, communicant, Fanta Berreté, d'Ensemble, qui est la suppléante d'Olivia Grégoire à l'Assemblée nationale pour le groupe macroniste, Alexandra Spiner, qui est donc conseillère régionale LR d'Île-de-France, et Rani Slimane, proche de la France Insoumise et qui a travaillé à la commission des finances de l'Assemblée nationale. Pour un député, pas comme député, mais pour un député. Oui, mais c'est dire que vous connaissez certains des rouages. Et on avait des discussions. Alors la question, c'est quand on vous dit que la France Insoumise bloque, vous refusez ça et vous dites que c'est un titre partisan. Alexandra Spiner, vous voulez réagir? Oui, non, ce que je voudrais quand même dire, c'est qu'on parle de faire une politique de gauche dans un pays qui a majoritairement voté à droite. Pardon de le rappeler. Et que donc... si vous ajoutez RN et tout le bloc central. Madame Spiner, je considère que le Front National et LR, vous montez ce doute de l'idée, de mon esprit, ce n'est pas la même chose. Vous êtes un parti républicain. Non, mais je suis la première à dire que ça n'est pas la même chose. Mais c'est pas le sujet. Mais globalement, ça fait 60% la France à droite, quoi. a voté à droite. Et moi, puisqu'on parle de chiffres, j'aimerais quand même vous rappeler des chiffres qui sont importants. On est à 5% de déficit. Dans le micro, 5% de déficit dans le micro. Ouais, et 3 000 milliards de dettes, ça, ce sont des vrais sujets. Tout le reste, c'est de la littérature. Donc maintenant, il faut se mettre au travail. Il faut reconnaître une fois pour toutes qu'aucun parti politique n'a gagné ces élections. Voilà, et que attendons maintenant. Oui, parce que pour la contradiction qu'essaye de porter Rani Slimane sur au moins un point qu'on peut tous partager, c'est que même si vous agrégez les voix du RN d'un côté et du bloc central et de la droite par ailleurs, certes ça fait 60% et donc d'une sensibilité qui pourrait être plutôt à droite, il n'empêche que le pays a bien montré que le troisième tiers, si j'ose dire, le RN, il n'en veut pas. Absolument. Mais donc comment vous pouvez gouverner ensemble? Vous pouvez pas les associer totalement du point de vue de la gestion du pays. Non, mais ce que je dis, c'est qu'il nous faut une politique de droite. Voilà. Et que de toute façon, le Rassemblement national, sur le plan économique, n'a pas une politique de droite, donc le sujet est complètement... Voilà. Oui, mais alors ce que LFI, notamment, mais le Nouveau Front Populaire essaye de démontrer, c'est que puisque c'est le premier groupe en nombre de députés arrivé à l'Assemblée nationale après les législatives, c'est à lui, potentiellement, de gouverner. C'est Frédéric Fougera. Mais Thierry, on verra demain, avec l'élection au perchoir à la présidence de l'Assemblée nationale, si c'est le premier groupe. Parce que c'est peut-être ça l'information la plus importante et celle qui devrait nous préoccuper. Parce que ça va vraiment, demain, on va voir quel est le paysage politique et la représentation nationale à l'Assemblée. Je sais pas si le nouveau Front Populaire a désigné finalement son candidat unique depuis qu'on a commencé cette émission. Mais ce matin, sur 5 noms.
Sur une chaîne de télé ce matin, Marine Tondelier disait que c'était absolument pas le cas, et sur la même chaîne sur une autre chaîne au même instant, Sandrine Rousseau disait avec un petit sourire cynique qu'il était bien sûr désigné. Donc qui bluffe, qui ment, quelle est la réalité? Qui va voter de façon unie ou pas du tout unie pour ce on peut se poser la même question dans la Macronie, pour ce candidat? Mais je me pose des questions. Je me pose des questions pour tout le monde, mais je n'apporte pas de réponse et je prétends pas en apporter. Je dis que c'est demain ce vote, et le président ou la présidente de l'Assemblée nationale demain peut être issu du Rassemblement national. Le système le permet tout à fait, et là il y a pas forcément de front qui va empêcher. Et donc si demain on a un président ou une présidente de l'Assemblée nationale qui est issu du groupe Rassemblement national, est-ce que ça impose pas au président de la République de nommer un Premier ministre issu de ce groupe? Moi, je partage l'opinion, Frédéric, sur le fait que l'analyse sur le fait que le vote de demain est assez central. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Oui, parce que c'est là qu'on verra comment se sont constitués les groupes et quels sont réellement les rapports de force. Moi, je pense que c'est un vote effectivement dans nos institutions qui est assez important. C'est le 4e personnage de l'État. Bon, voilà, on est tous d'accord. C'est le 4e personnage de l'État. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, moi, j'ai vu la demande de candidature de Yael Braun-Pivet, qui moi m'a fortement surpris, parce que j'ai pas l'impression qui est Renaissance, qui a exercé son magistère de manière assez, on va dire, bon, pour pas être très désobligeant, de manière originale, on va dire. Mais non, moi je trouve qu'elle n'a pas fait honte à la France. Pourquoi original avec les députés qu'on avait au sein de l'hémicycle qui faisaient scandale toutes les semaines. Et là, je pense qu'on va être clairement pas d'accord, mais je le dis très tranquillement. Mais quand vous avez le 4e personnage de l'État qui dit qu'elle soutient inconditionnellement un pays en guerre et qui a été victime d'une attaque terroriste. On va pas commencer là-dessus. Vous parlez de quoi? D'Israël, bien sûr. Et qu'elle a dit qu'elle le soutenait de manière inconditionnelle. Mais c'est pas la question d'Israël. Elle soutient l'existence d'Israël. Non. Elle défendait le fait qu'Israël puisse se défendre de manière inconditionnelle. Mais nous le soutenons tous, j'espère ici, non ? Sauf quand on arrive à 35 000 morts. Oui. Sauf vous. Quand il y a 35 000 morts et un bombardement hier à Khan Younes qui tue des civils, oui, je suis contre. Vous savez, c'est la guerre, Vous êtes contre ? C'est la guerre. Contre, madame ? Non, mais c'est ridicule. Écoutez, la pluie, ça mouille et la mort, c'est triste. C'est ça votre raisonnement ? Exactement. Et les massacres de civils, c'est pour ça qu'on n'a pas envie que vous soyez au pouvoir. Vous avez réussi à réintroduire le débat sur Israël et la Palestine. C'est leur obsession, Justement, pour vous expliquer que c'est pas mon obsession, c'est que la 4e personne de l'État ne peut pas soutenir un pays étranger de manière inconditionnelle, quel qu'il soit, parce que un autre pays, et c'est pas forcément Israël, peut avoir des intérêts qui divergent, et ça aurait été pareil pour n'importe quel autre pays. Non, attendez, vous avez une obsession mortifère et antisémite. Ensuite, vous proposez toujours pas de nom, c'est-à-dire que le Front Populaire, Yann Rani, il y a rien pour l'instant, il y a 5 noms différents qui sont proposés. Et ensuite, il y a un souci, c'est qu'elle a quand même, et c'est 2 confrères à vous qui vous parlez Yael Braun-Pivet, mais oui, vous répondez pas. C'est qui votre candidat? Mais je termine. Et il y a 2 de vos confrères qui ont quand même mis à jour qu'elle négociait avec le Front National pour être élu justement au perchoir. Moi, ça me pose, et je sais que ça a choqué beaucoup de gens dans la majorité, et à juste titre. Et donc, du coup, je pense que cette personne... Elle a démenti toute négociation. Elle a démenti ça fait déjà 48 heures qu'elle démente. Et vos 2 confrères, eux, maintiennent. Alors, attendez, moi, j'aimerais simplement dire... Allez-y, Alexandra Spinner. Que, pour l'instant, la gauche, on comprend bien que leur coalition ne fonctionnera pas, puisque ce qui les réunit, au fond, c'est l'appétit du pouvoir. Voilà, c'est tout ce qui les réunit. Vous l'avez déjà dit, mais sur le perchoir. Mais sur le perchoir, c'est très simple. Moi, je pense qu'il y a 2 candidats. Tiens, je fais le pari. Il y a Annie Genevard, qui est évidemment ma candidate. C'est une femme, une parlementaire qui a fait ses preuves, expérimentée, qui est une femme tout à fait, qui ferait honneur à la France après ce désastre, le spectacle désastreux qu'on donne. Et Monsieur de Courson, qui lui aussi qui est un parlementaire tout à fait respectable. Mais ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que toute coalition sera minoritaire, et que, pardon de le rappeler, mais dans l'ancienne législature, c'était déjà le cas, puisque Renaissance n'était pas majoritaire, puisque Madame Borne a cessé de faire appel au 49.3. Donc nous n'aurons pas un parti majoritaire. Alors, dans les noms... Demain, on aura une photographie politique quand même à l'Assemblée nationale, avec l'élection notamment de la présidence. Et la constitution des groupes aussi. La constitution des groupes. Moi, j'ai une demande, Rani, en vous écoutant, Rani Slimane, si
si vous passez pas déjà par pertes et profits l'idée d'avoir un de vos candidats au perchoir, parce que vous nous avez cité aucun nom là. C'est pas une façon un peu malgré vous, je fais pas de la psychanalyse à bon compte, mais vous nous avez cité aucun nom. C'est-à-dire que là, il y a toujours pas de nom venant de la gauche. C'est-à-dire qu'au fond, vous savez déjà que vous avez perdu. Quoi. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que... Non, mais vous citez-nous un nom. Bah alors non, mais il y a une demande. Tout à l'heure, il y avait une demande de compromis, de consensus. Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est que vous avez la France un nom Insoumise, qui sort du Front Populaire. Ce que j'ai entendu, c'est que la France Insoumise avait dit que, par exemple, elle ne faisait pas un préalable le fait que ça soit issu de ses rangs, que le président de l'Assemblée nationale soit issu de ses rangs. Non, mais le préalable de Jean-Luc Mélenchon, c'était trop. Mettons-nous d'accord sur un nom. C'est quoi le nom? Ah bah moi je sais pas, je suis pas dans les négociations, faut pas me demander. Mais moi ce que je sais, c'est qu'en tout cas... Annie Genevard, on est tous d'accord. Magnifique plutôt de Courson alors. Plutôt de Courson. Fanta Berreté. Non, mais on n'a toujours pas de nom. Il y a Elbron Pivet. Non, mais on a Moi, je pensais que quand on était à la commission des finances, on avait une oreille attentive à des petits bruits de couloir. Moi, ce que je sais, c'est que enfin que moi, je n'ai pas en ne fréquentant pas les politiques. Puisque Rani Slimane nous a parlé, Rani Slimane nous a parlé de Yael Braun-Pivet, je voudrais citer deux noms de gens qui se sont ralliés. Sacha Houlier, qui se veut macroniste indépendantiste et qui sort et Jean-Louis Bourlange, ancien député centriste, reconnu de droite à gauche comme un personnage qui a... Président de la commission des affaires étrangères. Qui était président et qui a travaillé un travail considérable. Il s'est pas représenté cette fois-ci. Ces deux-là soutiennent Yael Braun-Pivet. Fanta Berreté, votre opinion, ce sera elle? Je ne sais pas si ce sera elle. Elle a déposé sa candidature et les députés Renaissance, en tout cas, ont fait ce choix-là. Donc maintenant, il va y avoir d'ultimes discussions. Je voudrais revenir sur Madame Genevard parce que j'ai eu le plaisir de travailler avec elle pendant 2 ans dans le cadre d'un groupe de travail. Effectivement, une belle personnalité et qui s'y connaît vraiment en finance. Et je pense que même Rani Slimane l'a souligné. Il y a un point important. Un point important là-dessus. Ensuite, concernant de Courson, écoutez, moi, c'est pour moi, nouvelle génération politique, c'est comme Mélenchon, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont là depuis des décennies. Le vieux bashing, c'est avec la barbe grise, le vieux bashing. Vous quittez le studio. Ils sont là depuis des décennies. Quand on dit oui, ils disent non. Quand on est pour, ils sont contre, etc., etc. Ça, c'est autre chose, mais c'est pas leur âge. Ils n'apportent rien. Moi, je ne suis pas sûre. Monsieur de Courson n'apporte rien. Non. Bah, écoutez, en tout cas, il nous a pas rendu service à certains moments et il a joué son propre calendrier, alors que moi, initialement, c'est vrai que quand vous arrivez à l'Assemblée nationale, il y a un cordon autour de Monsieur de Courson, c'est-à-dire qu'il y a le respect de l'institution envers ce député qui est quasiment à 30 ans de mandat, qui a sa place bien déterminée au restaurant de l'Assemblée, etc., etc. Tout ça. Maintenant, sur un certain nombre de sujets, je pense qu'il n'a pas rendu service à l'hémicycle, à l'ensemble des députés, et qu'il a joué son propre calendrier. Donc, alors, juste une question. Il a défendu ses convictions. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais il a défendu ses convictions. Moi, c'est clairement pas mes convictions. Mais c'est un vrai républicain. Mais tu as entendu ce que j'ai dit. Monsieur Courson est un vrai républicain. On a compris. Il est très clair par rapport au Front National. C'est quelqu'un qui s'est désisté à la Commission des Finances pour faire élire Monsieur Coquerel contre le Front National. Donc moi, c'est quelqu'un qui coche des cases du républicanisme et du Front républicain que vous appelez de votre vœu tout à l'heure. Au-delà du perchoir, j'ai une question à vous poser. On traitera ça dans quelques instants peut-être, mais tout de même, il y a 2 aspects sur lesquels on peut considérer, en tout cas certains le disent ce matin, qu'on piétine la Constitution. Et il y a un premier aspect qui est que puisque personne n'a de réelle majorité au sein de cette Assemblée, les rapports de force seront connus demain, vous nous l'avez dit, vous êtes d'accord tous les 4 sur ce point. Il y a une question quand même, c'est ce qu'on ne piétine pas le principe qui a toujours été adopté à l'Assemblée, qui est que l'on fournit, on donne des responsabilités à travers les postes de vice-présidence et de la questure à la proportionnelle de la représentation des groupes. C'est-à-dire tous les groupes. Et là, certains disent, pas LFI, pas le Rassemblement national, on leur donne pas. C'est les us et coutumes et les règles de l'Assemblée. Je pense qu'il est important d'être très précis. Moi, je suis pas constitutionnaliste, mais ce que je sais, c'est que la Constitution... Non, mais ma question, c'est est-ce qu'on doit laisser exclure LFI ou le RN des postes de vice-présidence ou de questure à l'Assemblée, alors que... Sachant que, qu'on le veuille ou non, le RN est le premier parti de France. Alors, moi, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est qu'il y a la Constitution. Et la Constitution... Et puis il y a les règles de l'Assemblée. C'est les us et coutumes, il y a les règles de l'Assemblée. républicains. Je vous donne mon sentiment, je pense qu'on ne sera pas d'accord, mais je fais une distinction
clair entre le Front National, appelé Rassemblement National, le Front National et le reste de la classe politique. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le fais. Nous, on pourrait avoir des postes, mais pas le RN. Je vous ai terminé. Je fais cette distinction, comme la majorité des Français et beaucoup de gens autour de cette table qui ont appelé au Front républicain. Donc, c'était très clair. Donc, il y avait un Front républicain contre le Front National. Donc, non, mais pour oui moi, ou non des postes pour le RN. Ce Front républicain qui avait été trahi par Yael Braun-Pivet en nommant M. Chenu à la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Il n'a pas nommé, il a été élu. Il y avait possibilité qu'il ne le soit pas si les macronistes n'auraient pas voté pour. Mais pas en démocratie. Ainsi que LR. Moi, je pense que ce parti, le cordon qu'avait appelé Jacques Chirac, tout à l'heure vous parliez de Jacques Chirac, qui disait dans son épitaphe, il ne faut jamais composer avec ces gens-là. Et ben moi, je reprends ces paroles de Jacques Chirac et je pense qu'il faut exclure ces gens-là de tous les postes. Il était vivant, Chirac, quand il a dit ça. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Oui, ça a été refait après. On en a fait une épitaphe de Jacques Chirac. On se retrouve pour Mettez-vous d'accord, précisément sur ces questions. Est-ce qu'on piétine la Constitution avec les nouveaux us et coutumes qui sont en train de s'installer dans la République française? À tout de suite, vous êtes sur Sud Radio, restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Avec nos 4 débatteurs de Mettez-vous d'accord, Rani Slimane, Alexandra Spinner, Fanta Berete et Frédéric Fougera. Je vous posais la question, est-ce qu'on ne piétine pas la Constitution? Alors il y a un débat qui était lancé sur des postes ou non pour LFI, mais aussi pour le Rassemblement National, proportionnellement à leur représentativité donc dans l'Assemblée, la questure, les vice-présidences à côté du président ou de la présidente qui sortira. Quel est votre sentiment là-dessus, Alexandra Spinner, LR? Mon sentiment, c'est que on piétine la confiance des Français dans la politique. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. En ne respectant plus les us et coutumes, c'est ça? C'est ça qui est inquiétant. Donc vous dites qu'il faut une vice-présidence pour le RN, c'est pas un scandale, puisqu'ils sont le premier groupe à l'Assemblée. Je pense que c'est compliqué de leur refuser, je vous le dis franchement. Maintenant, vous parlez de piétiner la Constitution, moi ce qui me choque particulièrement, il y a un point sur lequel nous devrions tous être d'accord, c'est la séparation des pouvoirs. Alors, c'est un vieux principe qui date notamment de la Révolution. Absolument, mais sur lequel repose notre Constitution, et de voir qu'un ministre puisse être député, pour moi, c'est juste surréaliste et c'est un problème. Alors, Rani Slimane. C'est un vrai problème constitutionnel, politique. Alors attendez, on va être précis. On est en train de passer au suivant sur ce principe de la Constitution, exécutif, législatif, judiciaire par ailleurs ou médiatique, diraient d'autres. Mais ces 3 pouvoirs, le principe établi depuis la Révolution, puis c'est 1790 à peu près, c'est qu'on sépare l'exécutif du législatif. C'est complètement schizophrénique en fait. Et là, pour éviter la schizophrénie, et là, 17 de nos ministres, pour la première fois, même 3e, 4e, 5e République, ça n'a jamais été réalisé, 17 de nos ministres sont à la fois, pendant quelques jours, au moins jusqu'à ce que le président de la République nomme un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement, derrière celui de Gabriel Attal démissionnaire, eh bien, 17 de nos ministres sont à la fois ministres et parlementaires, et notamment Olivia Grégoire, votre patronne, Fanta Berete. Mais là, on est dans un truc ubuesque qui ne correspond pas à nos usages et à ce grand principe qu'on est en train de piétiner, non? C'est votre sentiment ou... En fait, pour moi, les mots sont importants, et à piétiner la Constitution, les filles, par exemple, on a beaucoup parlé concernant les 49.3 successifs, concernant le budget, donc en plus technique qui est utilisée dans toutes les collectivités. C'est une technique démocratique. Exactement. Absolument. Et la semaine dernière, j'ai quand même entendu à plusieurs reprises un certain nombre de membres de LFI dire on passera par décret, on passera par 49.3. Bon. On va défaire par le 49.3 ce qui a été fait par le 49.3. Ça, c'est le premier point. Concernant maintenant les 17 ministres, encore une fois, si jamais on ne pouvait pas le faire, même si effectivement c'est une coutume. Il suffit qu'ils ne votent pas, c'est tout. Donc on ferait autrement. Aujourd'hui, on ne peut pas. Et le gouvernement est démissionnaire et a la liste des choses qu'il peut faire et pas faire. Il n'y a pas de décision politique. Non, mais le sujet, c'est que pendant ce temps-là, ils votent en même temps, ils signent des décrets. Qui vont être prises. Les affaires courantes sont expédiées. On a besoin, et Gabriel Attal est intervenu hier et a expliqué le champ d'intervention du gouvernement, qui est quand même assez faible. La question, c'est la continuité de nos services publics et les questions de sécurité. C'est ça dont on parle, Fanta. C'est l'idée que
les mêmes sont à l'Assemblée, ils vont voter pour un groupe. Ils vont voter, effectivement, pour notamment élire. Ils vont pas voter sur des textes, ils vont pas voter sur des textes budgétaires, ils ne vont pas voter sur une énième loi concernant ils vont voter pour la ligne quotidienne, effectivement, qui se donnera. Et le rapport de force au sein de l'Assemblée. À l'Assemblée nationale. Et moi, ça ne me choque pas parce qu'en fait, si jamais nous ne pouvions pas le faire, encore une fois, donc ça ne se ferait pas. Donc en fait, effectivement, dans le contexte actuel politique dans lequel nous sommes d'ailleurs depuis des années, eh bien on innove à chaque fois et on va chercher certains recours. La réponse de Renaissance et d'ensemble, c'est innovation politique, évolution de la culture politique que vous appeliez de vos voeux aussi, Frédéric. Alors, là, on est sur une question de constitutionnalité. Je ne suis pas un constitutionnaliste, c'est comme ça qu'on dit. Oui, mais en revanche, on peut tous lire la Constitution, on a le droit. En revanche, j'en écoute et j'en vois beaucoup défiler sur les plateaux télé. Il n'y a pas un seul dit que ça pose un problème de constitution. Ah si, il y en a quand même. J'en ai vu avec une explication qui est très simple, mais ça a été en partie évoqué par Fanta, c'est que les ministres qui sont en sursis ne peuvent s'occuper que des affaires courantes. Et les affaires courantes, c'est pas un... on ne parle pas du travail au gouvernement, on parle du fait qu'ils votent par ailleurs. Excusez-moi Thierry, les affaires courantes, je pense que c'est important de dire que c'est pas un mot comme ça, c'est pas une invention, c'est quelque chose de très cadré. C'est-à-dire que les ministres démissionnaires n'ont plus le droit de faire un grand nombre de choses et ont obligation de gérer quelques affaires minimum qui sont appelées affaires courantes. Oui, mais qui sont en même temps des électeurs, enfin des gens qui votent au sein de l'Assemblée. Il s'agit juste de l'organisation du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ensuite, ça engage pas du tout davantage le pays. Donc franchement, ils ne cumulent pas leurs indemnités. Ça c'est important. Oui, ça c'est important. Je sais pas, mais à côté de ça, c'est pas plus mal. C'est quand même important de le dire. Frédéric, dernière chose, quand même sur le sujet, mais sur ce qui était évoqué avant et sur les usages et coutumes à l'Assemblée nationale, est-ce qu'elles doivent évoluer ou pas évoluer? Moi, j'irais dans le sens d'Alexandra. Notamment sur le fait que j'ai l'impression que ce sont les mêmes qui ne cessent de dire qu'il faudrait passer à des scrutins proportionnels pour une meilleure représentation du pays dans les instances politiques, et c'est les mêmes qui, une fois que la représentation est là, il faudrait en interdire une partie. Ça me paraît pas logique. Alors après, on n'est pas forcément satisfait du résultat de l'élection, mais une fois que l'élection elle est acquise, enfin si on est des démocrates, on la respecte. Alors il y a quelque chose par contre, moi j'entends que tous les constitutionnalistes sont pas d'accord. Comme on n'est pas constitutionnaliste, je vais pas me prêter quelque chose que j'ai pas. C'est vrai qu'il y a les deux écoles. Il y a deux écoles. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que ceux qui font la loi ne peuvent pas les mettre en œuvre. C'est ça qu'on appelle la séparation des pouvoirs, pour que tout le monde comprenne. Mais là, l'argument, c'est qu'ils ne font pas la loi, en fait. Pour ceux qui là, ça ne sera pas le cas. C'est pas le cas. Pour que bien comprennent. Il y a aussi des symboles. Pour bien que les gens comprennent, c'est que ceux qui font les lois ne peuvent pas être en position de ceux qui les mettent en œuvre. C'est pour que tout le monde comprenne c'est quoi bien la séparation des pouvoirs. Donc vous dites en fait on piétinerait si jamais on en arrivait à ça au moment même où ils feront la loi. Non mais là, ça sera pas possible. Devrait être député. Cet après-midi, aller siéger et voter parce que il y a le mois. Parce que la ministre Grégoire, qui a été réélue en tant que députée, est encore ministre et normalement c'est à elle de s'exprimer. Il y a des choses qui ont été faites, c'est pas été un coup ou une espèce de coutume. Ça a été fait pour bien symboliser aussi la séparation des pouvoirs. Je pense que cette innovation, comme vous l'appelez, moi que j'appelle ça une hérésie républicaine, est problématique parce qu'elle donne à voir que dans certains moments, selon le contexte, on pourrait imaginer on pourrait imaginer que ceux qui font les lois, ce sont qui les mettent en œuvre. Moi, sur ça, c'est l'étape de la loi. Je ne rigole pas avec ça. Il faut séparer les pouvoirs judiciaires, législatifs, exécutifs. Pardon, je fais un peu de